Salut, c'est Maps et bienvenue à ma vidéo top 9 de 2019. Aujourd'hui, je vous parle des 9 livres que j'ai envie de vous parler parce qu'ils m'ont profondément bouleversée, touchée et que je n'en reviens toujours pas de ces 9 livres-là. Si vous êtes des enquêteurs renommés, probablement que vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs livres avec 5 étoiles dont je ne ferai pas la mention aujourd'hui, et peut-être même que vous allez vous rendre compte qu'il y a des livres avec seulement 4 étoiles qui font aujourd'hui partie de mon palmarès. La raison est fort simple, c'est que pour moi, un livre qui mérite d'être mentionné dans une vidéo telle que celle-ci, c'est un livre qui me touche à long terme. Donc, tu sais, un livre que je fais comme « wow, 5 étoiles », mais que j'oublie après, ben, peut-être finalement que c'était pas un 5 étoiles, puis je fais pas de la révision dans mes notes. Donc, tu sais, la note que je donne sur le coup, c'est la note que je crois que le livre mérite, mais au fur et à mesure que l'année passe, ben, il y a des livres qui me restent plus en tête pour différentes raisons, et c'est de ces 9 livres-là que je vais vous parler aujourd'hui. Effectivement, j'aurais pu étirer la sauce et en mettre plus, mais je pense que c'est un bon échantillon. Ils ne sont pas en ordre de position, donc je pars du 9e puis je m'en vais au premier. Ils vont vraiment dans toutes les directions et ça aurait vraiment été un exercice difficile de les placer en ordre pour vrai. Mais ils sont en ordre chronologique de l'année. Donc je vais commencer avec le premier coup de cœur que j'ai lu jusqu'au dernier coup de cœur que j'ai lu, tout simplement. Donc commençons tout de suite. Un des premiers livres que j'ai lu au début de l'année. Et ma foi, il m'est resté en tête et j'ai le tome 2 actuellement dans ma bibliothèque et le tome 3 s'en vient. C'est grâce à Daphné de la chaîne Signée Daphné que je l'ai lu et je vous parle de Fanny Cloutier ou l'année où j'ai failli rater mon adolescence de Stéphanie Lapointe. Oui, j'avoue, ça semble assez surprenant d'être dans mon top 9 de l'année 2019, mais j'ai mes raisons et les voici. Fanny Cloutier, c'est l'histoire de Fanny, 14 ans, secondaire 3, qui habite avec son père à Montréal. Et son papa lui dit, écoute, j'ai une opportunité vraiment incroyable d'aller travailler au Japon, mais je peux pas vraiment t'amener, je sais pas combien de temps ça va durer. Écoute, tu vas aller passer un petit peu de temps avec ta famille à Sainte-Lorette, une famille que tu savais pas que tu avais, c'est comme ta tante, la mère de ta mère, sa mère étant décédée. Puis tu vas passer un petit peu de temps là jusqu'à temps que je revienne ou que je décide qu'est-ce qu'on fait après ça. Fanny, 14 ans, panique, elle est comme pardon. Mais c'est ça qui va se passer pareil, elle s'en va vivre pour une durée indéterminée avec sa famille dont elle ne savait pas qu'elle existait. Et malgré elle, elle va devoir se lier d'amitié avec les gens de Sainte-Lorette, se lier d'affection à sa tante, son oncle et son cousin. Fanny Cloutier, c'est un livre incroyable. Oui, on est dans l'adolescence, c'est un livre que je trouve vraiment très bien fait par rapport aux thématiques de l'adolescence, par rapport aux émotions, les personnages. Fanny Cloutier, c'est l'exemple typique pour moi de cet adolescent dans un genre de mal de vivre, les émotions à fleur de peau, c'est binaire, c'est noir ou c'est blanc, il n'y a aucune teinte de gris là-dedans. Au départ, on la trouve exécrable, Fanny, mais de plus en plus qu'on apprend à la connaître, on est vraiment attaché à elle, on finit par la trouver tout simplement sympathique et attachante. Mais au-delà de tout ça, The Reason, pourquoi ce livre est sur mon top 9, je pense que vous ne serez pas très surpris de ça, c'est l'aspect journal intime. Donc, le livre est en fait le journal intime de Fanny Cloutier. Vous ne pouvez pas comme toucher l'aspect, comme du livre, il y a comme des trucs qu'on peut toucher, là. Mais le livre est une beauté incroyable, des couleurs, des dessins, de l'écriture différente, il y a des pages différentes, c'est comme incroyable, comme contenant, des trucs qui s'ouvrent, ça n'a juste pas de saint bon sens, c'est un contenant incroyable et c'est pour souligner cette créativité-là qu'il est dans mon top 9. Je crois que ce livre mérite ardemment qu'on le découvre, qu'on ait
cet âge-là ou pas, on est capable de l'apprécier grandement. Un petit peu plus tard dans l'année, mais pas vraiment ben plus tard, j'ai lu le livre Quelqu'un de Nicolas Giguère. Cette fois-ci, c'est Sylvain Desmentiers qui m'a fait découvrir la prose de Nicolas Giguère. En fait, je trouve ça assez intéressant parce que récemment, j'ai vu la vidéo de Mel Janard qui parlait de Nicolas Giguère, mais du livre Que et non du livre Quelqu'un. Puis, c'est vrai que si vous n'êtes pas du tout confortable avec la poésie, si vous croyez que la poésie n'est pas pour vous, comme moi, je le croyais, et je le crois encore d'ailleurs, celui-là, il va être pour vous. Quelqu'un de Nicolas Giguère, c'est l'histoire de Nicolas Giguère qui habite à Saint-Georges-de-Beauce et qui à chaque semaine retourne au bar L'Envol afin de trouver quelqu'un. Quelqu'un pour jaser, quelqu'un pour la nuit, quelqu'un pour la vie, peu importe. Il veut tout simplement avoir quelqu'un, être quelqu'un pour quelqu'un. Sauf que, tu sais, c'est une petite ville, lui, il est homosexuel. Les gens qui sont homosexuels, tu sais, c'est pas super bien vu dans cette petite ville-là. Il y a plein de préjugés, de stéréotypes, de clichés. Il a déjà fait le tour de tout ce qui se fait à Saint-Georges-de-Beauce, et particulièrement à ce bar-là, mais il y a comme l'espoir de peut-être trouver quelqu'un, puis que s'il n'est pas là, il va manquer cette personne-là. Donc, c'est un livre entre douleur et douceur, à la recherche de ce petit espoir-là, de ne plus être seul et d'exister dans les yeux de quelqu'un d'autre. Ce qui est incroyable à propos de ces livres-là, c'est que ça a été pour moi une révélation de la poésie, que la poésie c'était pas tout le temps juste abstrait puis complètement impossible pour moi d'y avoir accès. Là, c'est une poésie sans ponctuation, des vers qui sont clairs, qui sont dans ta face, qui sont crus, avec des phrases assassines, mais des phrases aussi qui sont des perles, qui causent un malaise mais aussi des mal-être. J'ai vécu plein de choses avec ce petit livre-là qui se lit, ma foi, en 30 minutes top chrono. Je considère que ce livre-là mérite amplement sa place dans mon top 9. Dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais en 2019, j'avais décidé de lire un ouvrage de chaque invité d'honneur du Salon du livre. Et je suis tombée sur l'ouvrage de Éric Mathieu, Les Suicidés d'eau claire. Je ne connaissais pas l'auteur, je ne connaissais pas le livre. Dans ce livre-là, nous allons suivre la famille Corbin. Le papa Jean Renaud, la maman Camille et la fille Sibylle. Ça commence... On découvre que les trois personnes de la famille Corbin ont ensemble fait un suicide familial. D'une balle dans la tête, les trois personnes de la famille sont mortes. Ça commence de même. Et on retourne dans le temps à un certain point donné pour découvrir pourquoi, qu'est-ce qui a fait en sorte que cet événement-là dramatique arrive. Tu sais, on est comme, ben voyons, ok, c'était difficile, les trois, puis ils ont une santé mentale peut-être fragile, ils ont vécu beaucoup de choses, la détresse psychologique, mais de là à ce que les trois fassent le suicide ensemble, tout au long, c'était ça ma réflexion. Vraiment, comme, mais non, ça peut pas être ça l'élément déclencheur. Et pour qu'au final, j'ai réussi à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et c'est dramatique de dire ça, mais vraiment, c'est pourquoi ce livre-là m'a complètement absorbée. J'étais immergée dans le livre, je l'ai lu en une journée malgré l'épaisseur de cette belle brique. J'étais prise avec les personnages, je les suivais pas à pas. Ils sont pas nécessairement parfaits, là, ils sont même à la limite antipathiques, mais j'étais là avec eux, je les suivais, puis je me posais tellement la question à savoir, ben voyons, qu'est-ce qui a pu se passer de si dramatique pour qu'on en arrive là. Et le pire de tout ça, c'est que j'ai compris. Donc pour moi, ça a vraiment été une solide claque d'en face. C'est un livre que malgré tout, encore aujourd'hui, je n'ai pas oublié. Ah! Celui-là, vous allez peut-être être un peu surpris. L'art d'écouter les battements de cœur de John Philip Senker. En fait, l'année dernière, lorsque j'ai publié ma vidéo des meilleurs livres de 2018, je vous avais demandé sur Instagram, puis vous autres, c'est quoi votre livre qui vous a fait, tu sais, votre gros coup de cœur de 2018? Et celui-là, c'était le coup de cœur de Vicky. Dans ce livre, on va suivre au départ Julia. Ça fait 4 ans que son père est parti
La police est sur le dossier, mais ils n'ont jamais réussi à le trouver. On ne sait pas pourquoi. Il a juste book off, il est parti, puis on ne sait pas il est où. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas. Elle va découvrir une lettre d'amour que son père voulait envoyer à une certaine Mimi à Kalau. On comprend bien que cette lettre n'a pas été envoyée. Mais c'est comme le seul filon que Julia a pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec son papa. Et donc, elle va partir avec l'adresse en main à Kalau, le village natal de son père. Julia, c'est vraiment un personnage tertiaire dans cette histoire-là. L'histoire, c'est celle de son père, de Tin Win. L'histoire de son enfance, une enfance assez difficile, une enfance d'enfant maudit, qui est devenu orphelin, qui a perdu la vue, qui a découvert une belle amitié avec Mimi et que ça est devenu une histoire d'amour complètement impossible. La raison pourquoi ce livre-là est dans mon top 9, c'est parce que j'ai braillé ma vie à la fin de ce livre-là. Et là, je vous dis ça, puis vous êtes comme « Ah, ben, tu sais, c'est pas une raison. » Non, 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 non. Si vous me suivez depuis quelque temps, c'est, ma foi, très rare que je pleure. Ça prend beaucoup de choses pour qu'une seule larme se verse. Mais j'ai pleuré un torrent de larmes à la fin de ce livre-là. Ma foi, j'étais inconsolable. Et encore aujourd'hui, je ne fais qu'y penser et je suis encore complètement bouleversée. Le seul élément que vous allez devoir outrepasser, c'est Julia. C'est un personnage qui a été pour moi complètement inutile, désagréable, puis il y a plein d'incohérences par rapport à ça. J'ai fait des critiques à propos de tous ces livres-là au fur et à mesure de l'année. Mais rentrez dans l'histoire de Tin Win, décrochez votre cerveau, puis si vous braillez pas comme une madeleine à la fin, vous n'avez pas de cœur, guys! C'est une joke. Encore une fois, je pense que vous allez probablement être surpris. Je m'appelle Nathan Lucius de Mark Winkler. En fait, celui-là, je l'ai ici pour ce qu'il représente. Je vous explique. Dans ce livre, nous allons suivre Nathan Lucius, 31 ans, vendeur de publicité qui mène une vie, ma foi, normale, même limite banale. Son petit travail, ses petits collègues, quelques amis proches, entre autres Madge, qui est assez vieille, puis peut-être potentiellement quelque chose qui va se passer avec sa voisine. Mais Madge, elle a un cancer incurable, puis elle va demander à Nathan Lucius l'impossible, l'impensable. Elle va lui dire, écoute, avant que je sois plus capable de rien faire, j'aimerais ça que tu me tues. Et c'est ça qu'elle va laisser dans les mains de notre cher Nathan Lucius. Notre personnage, c'est un personnage complètement antipathique, cru, vulgaire, particulièrement en lien avec la sexualité. Il y a ses pensées parfois qui dépassent grandement la réalité, au moins parfois il s'abstient. Mais ce que j'ai découvert d'un univers que j'aime énormément, c'est les narrateurs non fiables. Et là, je vous laisse ça un peu comme ça. Je veux pas trop en dévoiler parce que ça serait dévoiler beaucoup de choses. Mais ce livre-là me fait découvrir à quel point j'aime les narrateurs non fiables. Un narrateur non fiable, ça peut être pour plusieurs raisons. Tu sais, ça peut être pour une santé mentale fragile, ça peut être parce que c'est un menteur. J'ai lu des histoires où que le personnage avait des personnalités multiples, donc on pensait que c'était deux personnages, mais en fait c'était un personnage. J'adore la notion de narrateur non fiable parce que la plupart du temps, c'est un personnage qu'on finit par trouver attachant, même s'il y a plein de faiblesses, même s'il est complètement imparfait. Sauf qu'à la fin, on se fait ramasser solide parce que nous, on y croyait. Autant que le personnage s'y croit, tu sais, c'est comme un mythomane se croit, donc nous, on le croit, on le lit, on est avec lui, mais à la fin, on se rend compte que la réalité n'est peut-être pas ce qu'il semblait être. Et c'est pourquoi ce livre-là est là aujourd'hui, ben parce que j'ai aimé ce livre-là, puis encore aujourd'hui, j'en reviens pas, mais aussi pour la découverte qui m'a fait découvrir sur moi. Maleficus, le royaume de l'hiver de Cynthia Carbonneau. Ce livre-là, c'est un livre qui est complètement dans mes cordes. Si vous me connaissez un petit peu, ben c'est ça que c'est ça. C'est un livre où on est dans un monde assez particulier. Il y a une petite carte, attendez, bougez pas. C'est un monde, un continent où il y a 3 royaumes. Le royaume de l'hiver, le royaume des neiges et le royaume blanc. Nous, on va suivre Lena, 24 ans, qui est dans le royaume de l'hiver.
Ce royaume-là, c'est un royaume assez tordu. Elle est servante, puis elle mène une vie assez simple malgré tout. T'sais, on pouvait pas s'attendre à grand-chose lorsqu'on vivait dans ces années-là, dans cette époque-là, que si t'étais une servante, ton but c'était de rester en vie puis d'être une servante pas mal le reste de ta vie. Il n'y avait pas vraiment d'autres possibilités. Et tu sais, elle, ben, son petit plaisir, c'est d'échanger des secrets avec son amie Liam, puis ça s'arrête pas mal là. Sauf qu'il y a des personnalités assez particulières dans le royaume de l'hiver. Et c'est un royaume assez tordu, parce que les personnes qui sont de la royauté, les princes, le roi, la reine, ben, sont vraiment pas nettes. Ça se passe vraiment pas bien. Et ils sont en guerre, en plus, contre le royaume des neiges. Forcément, lorsqu'il y a plusieurs royaumes dans un même continent, ben, ils sont tout le temps en guerre pour des histoires de politique, pour des histoires de territoire. Sauf qu'eux, ils sont vraiment pas très fair-play. Entre autres, le prince Kiavel, c'en est un qui est pas du tout legit. C'est pas parce que tu vas me donner un livre avec de la royauté, puis des princes, des rois, des chevaliers, des épées que je vais aimer ça. Mais là, ce qui était vraiment incroyable, c'est qu'on peut croire personne. Tes amis sont tes ennemis. Tes ennemis sont peut-être tes amis. Mais ici, il y a du sang, il y a de la tuerie, il y a des tromperies, il y a des mensonges. Écoute, ça va de tous les sens, tu sais même plus où te placer, tu sais plus qui est bon, qui est méchant là-dedans. Peut-être que tout le monde est méchant finalement. Écoute, il n'y avait même pas un chapitre de fait qu'il y avait déjà plein de personnes de mortes. J'étais complètement sidérée. J'ai embarqué à 1000 pieds dans l'histoire, puis je l'ai pas lâché, je l'ai lu en une journée, puis à la fin, j'étais complètement essoufflée. On s'en va vraiment très loin de tout ce que je vous raconte depuis le début avec cette autobiographie de Michelle Obama, Devenir. C'est une belle grosse brique. Un livre qu'on a beaucoup entendu parler, je vous dirais, la première portion de 2019, il était vraiment énormément lu. Je ne sais pas s'il est encore autant dernièrement, mais j'en entends beaucoup moins parler. Mais pour moi, ça a été vraiment un livre incroyablement bouleversant. Dans ce livre-là, Devenir, il est écrit en 3 parties. Il y a Devenir moi, Devenir nous et Devenir plus. Donc, Devenir moi, c'est toute la portion de l'enfance de Michelle Obama. Elle va aborder avec justesse et avec honnêteté la réalité de son quartier, de sa famille, des discriminations raciales dont elle a été victime et dont sa famille a été victime, des valeurs familiales, de sa famille, de sa personnalité à elle, de ce qu'elle voulait pour son futur, de ce que ses parents lui ont transmis comme valeurs, à partir de plusieurs anecdotes, de moments vraiment très importants qui peuvent parfois sembler pas si importants que ça, mais qu'au final ont une grande importance. C'est dans cette partie-là qu'on va découvrir Michelle Obama. Une femme, ma foi, incroyable, avec une personnalité résiliente, forte, tout à fait inspirante. À la fin de cette première partie-là, on va découvrir aussi Barack Obama. Et nous, on a notre vision de Barack Obama en tant que président, mais elle a cette vision-là de femme qui est tombée amoureuse de lui. Et toutes ces petites imperfections, toutes ces petites manière particulière d'être, ces petits défauts si on peut dire, elle nous les livre sur un plateau d'argent, mais de manière tellement sympathique et de manière tellement douce et amoureuse, c'en est tout simplement craquant. Je suis tombée en amour avec Barack Obama, tout simplement. La deuxième partie, Devenir nous, ben, c'est tout ce qu'il y a en lien avec leur couple. Toujours de la vision de Michelle Obama. Donc, les incertitudes qu'ils pouvaient avoir l'un par rapport à l'autre, la notion de couple, la notion de fertilité, la notion de famille. Il y a aussi les aspirations de Barack Obama qui semblaient très claires pour lui et ses aspirations à elle qui le semblaient beaucoup moins. Donc, tu sais, des périodes de doute au niveau professionnel. Donc, c'est vraiment leur parcours à eux en tant que couple et famille et les difficultés qui viennent avec la vie, point. Et la troisième partie, ce sont les 8 années de présidence de Barack Obama et forcément les 8 années où elle a vécu à la Maison-Blanche. Et tu sais, ça représente énormément de choses. Un volet sécurité qu'on peut même pas imaginer. Il y a beaucoup d'anecdotes dont elle nous parle qu'on pourrait même... moi, j'avais jamais pensé à ça dans ma vie. C'est sûr que je m'étais pas nécessairement arrêtée pour y penser, mais des petits détails, beaucoup de pression, particulièrement parce que c'était le premier couple noir des États-Unis. Il y avait beaucoup de choses qui étaient très difficiles pour eux. Ils étaient un peu les pionniers dans la matière. Tout ce qu'ils faisaient était super observé. Il y avait beaucoup de jugements par rapport à eux. C'est vraiment particulier. C'est une brique, ma foi, qui se lit
pas rapidement. Pas parce que l'écriture, elle est lourde, mais c'est parce que c'est comme une grosse montagne à ingurgiter. C'est vraiment très important comme œuvre et je vous la conseille ardemment de vous arrêter à lire cette œuvre-là incroyable. Et je pense que une autre portion qui serait vraiment incroyable à lire, ça serait la version de Barack Obama dans toutes ces années-là. On a presque fini mon top 9. En fait, on s'en va sur le 8e ouvrage sur 9. Et encore là, peut-être que je vais vous surprendre. Cette année, il y a un genre littéraire qui s'est ajouté à ma lecture. Entre autres, à cause des contes interdits. Et c'est l'horreur. Peut-être que ce livre-là ne serait pas là s'il n'y avait pas tout cet enjeu autour de ce livre-là, cet enjeu juridique à propos de ce livre-là. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose, puis je vais vous expliquer grandement pourquoi il y est. Le livre Le Conte interdit, Hansel et Gretel d'Ivan Godbout. Alors, cette histoire-là, c'est un retelling du conte Hansel et Gretel. Les deux petits jumeaux dans cette histoire-là se nomment Margot et Jeannot. Ils vivent avec une maman assez fragile, avec une santé mentale assez fragile, avec un papa qui les abuse psychologiquement, physiquement et sexuellement, et abuse aussi leur maman. On est dans un milieu, ma foi, très noir, très dark, et tout ce qu'on veut, c'est que les deux petits jumeaux soient libérés de toute cette souffrance et de toute cette noirceur-là. Ça, c'est l'objectif de ce livre-là. C'est un livre qui n'est pas pour les enfants, qui est pour un public adulte très averti. Forcément, tous les contes interdits ont vraiment beaucoup de violence de différentes manières. Celui-là n'en fait pas exception. Il y a beaucoup de mentions de viol, malgré que je ne trouve pas qu'on est dans le graphisme exagéré. Il y a souvent des mentions, mais on n'exagère pas dans la démonstration et dans la description des viols. On dénote une réalité qui est complètement horrible et dont on veut se libérer. J'ai sorti pour vous la définition d'un livre d'horreur. Est-ce que vous êtes prêts? Un livre d'horreur, à partir d'un scénario ou d'un style d'écriture, crée une profonde angoisse et un suspense aigu. Ce livre-là est un portrait type d'un livre d'horreur. Je vous dirais que j'ai lu beaucoup de livres qui se disent dans le genre horreur cette année, mais il n'y en a que deux qui m'ont créé un sentiment d'angoisse et un malaise aussi profond. Et ce livre-là en fait partie. J'étais tellement mal en lisant ce livre-là de A à Z. L'ambiance, les propos, la manière que ça se passait. J'étais complètement prise dans cette angoisse de livre d'horreur-là parce que c'est ce qu'il doit être. C'est un livre qui parle aussi d'autres choses, comme de l'église satanique, et ça, oh my god, que moi, ça me donne des cauchemars. Encore aujourd'hui, j'y pense. De tous les contes interdits que j'ai lus cette année, c'est celui-là que je ne peux oublier. Il y en a d'autres aussi qui m'ont fait un effet, puis peut-être qui sont encore mémorables, mais celui-là, je l'ai encore dans mes veines. Jusqu'à tout récemment, mon top 9 n'avait que 8 livres. Il y avait un spot libre que je pouvais facilement remplir avec d'autres œuvres, mais je trouvais pas qu'il méritait cette place-là. Mais en tout cas, pas de facto peut-être. Et là, le mois de décembre passait, ça faisait vraiment un petit bout de temps, là. Je vous dirais que le mois de l'horreur, je pense que c'était cet été que j'ai pigé la catégorie horreur. Donc ça fait un bout que j'avais comme pas eu de gros coup de cœur. J'avais l'impression d'être dans un slump de lecture. Tout ce que je lisais, c'était comme ok ou bof. Il n'y avait pas grand-chose. Tu sais, parfois c'était des ouais. Mais tu sais, sans plus. Je vous ai demandé de m'écrire vos coups de cœur. J'ai déjà fait une vidéo à propos des premiers coups de cœur que j'ai lus. Il y en avait 4. Il m'en restait d'autres. Il me restait ce livre-là. Outlander de Diana Gabaldon. Gabaldon? Le chardon et le tartan. Vous retrouverez peut-être des similitudes entre ce livre-là et Maleficus. Forcément parce que ce sont des choses que j'aime. Ça se passe en Écosse. Au départ, en 1945, la Deuxième Guerre mondiale vient de terminer. Claire, elle était une infirmière pour aider les soldats qui étaient blessés suite à la guerre. Elle vient de retrouver son mari, ça faisait des années qu'ils s'étaient comme pas vraiment vus, qu'ils n'avaient pas vraiment eu de contact à cause de la guerre. Ils viennent de se retrouver, ils veulent des petites vacances en Écosse ensemble pour se retrouver, pour faire raviver la flamme. Et il se passe une situation assez particulière et elle se voit balancer 200 ans plus tôt
en Écosse. Donc au lieu d'être en 1945, elle est maintenant en 1742 environ. Donc, elle est prise 200 ans plus tôt en Écosse, dans un monde assez différent du sien. Elle se fait attraper par des Anglais et par des Islanders assez rapidement. Puis tout ça, ça pourrait se passer pour le meilleur et pour le pire. La raison que ce livre-là est là, c'est parce que, oh my god, j'ai été avalée par ce livre-là. Je suis tout simplement rendue obsédée. Premièrement, l'écriture. L'ambiance que l'autrice, elle, a créée est complètement incroyable. C'est immersif à souhait. Je me sentais en Écosse, je n'ai jamais été en Écosse de ma vie. C'est incroyable, je lisais un chapitre puis j'étais complètement dans l'histoire, à les suivre, à y être moi-même. Ça, c'est un gros point. Ça déroule, c'est fou, il y a de l'action, puis tu sais, pas nécessairement de l'action qui est tout le temps comme « oh my god, oh my god, oh my god », mais nous, on est tellement impliqués avec les personnages que c'est tout le temps vraiment prenant. Dès le départ, il se passait des petites choses, puis j'étais comme « oh, j'avais la chienne, j'étais prise, j'étais là, j'étais vraiment là, impliquée dans l'histoire dès le départ. » Puis de l'action, il y en a en motadine. Si vous pensez que ça prend un livre pour qu'elle ait la possibilité de retourner en 1945, vous vous trompez. Il se passe des choses en quantité impressionnante. C'en est déroutant, c'en est complètement fou de croire que c'est une série de 9 livres. Je sais même pas où ça va s'en aller, mais j'ai hâte de savoir. Et les personnages, oh my god. J'ai vécu tellement d'émotions grâce à ce livre-là. J'ai pleuré 2 fois. Et j'ai eu des colères, ma foi, incroyables. J'étais en colère contre le livre. C'est incroyable les émotions que j'ai vécues et c'est pourquoi il est là. J'avais comme un feeling que j'allais vivre quelque chose, mais tu sais, on peut pas savoir avant de le vivre. Donc, ça fait le tour pour mes 9 livres mémorables de l'année 2019. J'espère que vous avez vécu une belle année littéraire. Je vous remercie énormément de me suivre dans mon périple littéraire incroyable. Écrivez-moi en commentaire quel a été vos livres ou votre livre coup de cœur de 2019 et je mets ça dans ma liste pour l'année prochaine, c'est certain. Demain, il va y avoir une vidéo récapitulative de toute mon année avec le nombre de livres que j'ai lus, le genre littéraire, le nombre de séries, le nombre de livres que j'ai lus de ma bibliothèque, là, des petits faits plus ou moins intéressants pour vous. J'imagine, je sais pas si ça vous intéresse. Puis après ça, ben, on va se voir en 2020 pour ma planification de l'année 2020, puis on va rentrer dedans même. Là. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je vais commencer bientôt à publier des vidéos 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.